J'appelle à venir me rejoindre Olivier Franc, qui est directeur qualité et développement durable à la direction de l'aménagement et de l'immobilier de la région Occitanie, Damien Philippot, responsable régional CBRE Asset Service, Sébastien de Hulster, président de la foncière de Watou et Belleville. Je ne sais pas si on dit de Watou ou de Watou. Si on le prononce à la flamande. Ouais. Alice Bonidan, directrice régionale de Rennes d'Occitanie, et merci de nous faire la touche féminine, déjà là, sur cette table ronde. Ludovic Jean, vice-président R&D de l'Intec, voilà, qui vient nous rejoindre depuis la Corse, donc merci d'avoir fait le déplacement pour cette table ronde. Alors, on a parlé financement, on va rebondir maintenant sur... plus des approches, des méthodes. On va reparler un peu argent, j'allais dire sous, mais un peu argent aussi tout à l'heure grâce à l'Intec. On abordera des sujets importants pour le bâtiment, notamment des notions de coût et de coût global. Alors, on va commencer par la région Occitanie avec Olivier Franc. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer les grands axes sur le côté patrimoine bâtiment de la région, et puis je vous poserai quelques questions en parallèle. Alors, bonjour à toutes et à tous, désolé pour la voix. Alors, dire un petit mot de ce qu'est la région côté intérieur, c'est-à-dire sur son parc immobilier, puisque donc la direction de l'aménagement et de l'immobilier donc a en charge aujourd'hui sur les 13 départements environ 4,2 millions de mètres carrés qui sont essentiellement des lycées, mais aussi des immeubles tertiaires, par des expositions, quelques musées. Voilà. Donc c'est un patrimoine, et le sujet étant bien sûr quelle stratégie sur ce patrimoine-là. Donc je vais un peu développer cet aspect. Donc sur ce patrimoine, déjà quelques notions de coût, puisque on est là aussi pour ça. L'énergie sur ce patrimoine, la viabilisation représente 37 millions d'euros chaque année. Ça, c'était en 2022. En 2021, oui. 2021. Et en 2023, 115 millions à peu près. Donc, oui. Donc ça s'oppose à nous, et donc on va établir des stratégies dont je vais vous parler. La première stratégie, c'est de mettre en œuvre l'ambition politique portée par le conseil régional, hein. Donc M. Vivoncos a parlé tout à l'heure, la région à énergie positive, donc des bâtiments à énergie positive, le plan Noé qui est un plan de végétalisation, préservation des ressources, biodiversité, la souveraineté aussi qui a été un plan adopté en juin dernier. Donc tout ça détermine en fait l'action que l'on a sur notre parc immobilier. Les nouveaux bâtiments que l'on construit, on construit à peu près un lycée par an, hein, on est à notre 10e lycée, une région très, très dynamique au niveau démographique. Un lycée par an, et donc les bâtiments sont à énergie positive, bâtiments passifs, biosourcés, en autoconsommation. Et donc ces bâtiments positifs, déjà c'était il y a une dizaine d'années, donc les premiers bâtiments à énergie positive il y a une dizaine d'années. La deuxième stratégie, c'est sur le parc immobilier que je vous décrivais. Le parc immobilier, donc c'est un plan déjà ambitieux en termes de... Donc alors c'est déjà un patrimoine qui a fait l'objet d'actions d'investissement soutenues. Le budget sur ce patrimoine-là, c'est environ 215 millions d'euros chaque année. Et donc, et un plan pluriannuel d'investissement qui colle à peu près à la mandature entre 2021 et 2027. Donc, un plan de 1 milliard d'euros et 800 millions d'euros sur les lycées, dont 215 millions dédiés spécifiquement à l'énergie, à la préservation des ressources. Et du coup, quand on parle énergie, c'est énergie renouvelable ? Bien sûr, énergie renouvelable, bien sûr. Sur ce patrimoine-là, on a à peu près un tiers des bâtiments qui représentent 2 tiers des consommations.
On a un niveau à peu près de niveau C sur l'étiquette énergétique, donc c'est quand même assez correct. Néanmoins, on a établi une trajectoire énergétique et donc qui s'inscrit jusqu'en 2050 avec 60 gigawatts à aller chercher encore pour à peu près 365 gigawatts aujourd'hui de consommation. Et donc il y a un effort significatif qui va être porté sur l'existant, à la fois par des mesures d'investissement, comme je le disais, en priorisant l'enveloppe, puis après, en deuxième niveau, les équipements. Et sur le suivi, l'exploitation des bâtiments, et vous bien avez sûr, une vision un peu générale sur du les parc usages, par le développement d'outils de télésuivi sur cet ensemble patrimonial, et qui va nous servir absolument efficacement pour justement travailler donc sur le décret tertiaire et le renseignement de la plateforme Opérate. Voilà, donc ces investissements sont à la fois importants, donc, mais aussi donc ce poste énergie représente bien sûr un poste budgétaire prédominant, mais il faut aussi se rendre compte que toutes ces actions portées sur l'énergie aujourd'hui sont, et ça on n'en a pas parlé tout à l'heure avec nos amis financeurs là, c'est les efforts consentis importants de subventions qu'on peut aller chercher. On a un projet avec l'ADEME donc d'inscrire en début d'année prochaine un plan patrimonial sur un ensemble d'opérations qui sont financées entre 20 et 40% suivant le cas. Géothermie 40% par exemple, fonds chaleur 20%. Et donc qui peut être complété par des fonds FEDER qui font qu'au final, on peut avoir des financements dans ces domaines-là de l'ordre de 40 à 50% facilement. Et donc ça c'est important. Et je n'ai pas parlé des C2E bien sûr, qui maintenant vont s'étendre aux mesures de sobriété. Voilà. Rapidement, donc... Oui. Ah oui, merci. Voilà. Merci pour ces explications. On reviendra tout à l'heure sur d'autres aspects. Damien Philippot, CBRE Asset Service, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre activité ? Oui, bonjour. Oui, alors CBRE, donc c'est une société américaine à la base, spécialisée dans les services à l'immobilier uniquement pour tout ce qui est patrimoine tertiaire. Donc on ne connaît pas le résidentiel. Donc CBRE, c'est 1500 personnes en France qui travaillent pour différents métiers de l'immobilier. Donc ça va de la transaction jusqu'aux travaux, à l'investissement, à la maintenance. Donc moi je travaille dans la partie gestion de patrimoine immobilier chez CBRE. Donc je suis le responsable régional de la partie Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc toute la partie sud-ouest. Et on gère un patrimoine immobilier tertiaire pour le compte d'investisseurs qui sont par exemple des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement, des SCPI. Ça représente nous gérons 800 000 m² depuis la région, soit environ une quarantaine de bâtiments et une centaine de locataires. Donc ce que je voulais vous partager ce matin là, en préparant cette intervention, c'est que ce qu'on constate nous en ce moment depuis un certain temps, mais vraiment ça s'accélère depuis plusieurs années, c'est un foisonnement des initiatives justement en termes de développement durable, avec nos clients qui nous poussent à aller beaucoup plus loin dans les programmes de travaux que l'on bâtit sur les prochaines années, avec des locataires qui également mettent en place des démarches d'efficacité énergétique, de sobriété, qui participent à des labels. Alors ça nous met quand même dans une drôle de situation, puisque c'est vrai que ce foisonnement nécessite quand même de coordonner un petit peu tout ça, et de coordonner un peu ces initiatives. Et donc,
on nous demande par exemple, on nous dit ce patrimoine-là, on a besoin que le DPE soit inférieur à C, par exemple. On en parlait tout à l'heure. On nous demande aussi de travailler sur des plans d'investissement qui permettent d'améliorer la labellisation BRIM d'un patrimoine immobilier. Donc on se retrouve avec tous ces objectifs qui sont, on va dire, parallèles et pour lesquels, il faut qu'on propose des plans d'investissement qui répondent à toutes les cibles et qu'on puisse analyser. Vous voulez dire qu'il y a une multitude de demandes de vos clients relatifs à des labels ou qui maîtrisent peut-être pas entièrement pour certains d'entre eux, mais qui veulent chercher cette performance attestée par un label et que derrière, c'est pas forcément facile d'y répondre ou il faut refaire le tri dans tout ça ? Oui, voilà, je pense que c'est une question de tri, de priorisation de travaux. Et ce que je remarque, moi, c'est que, pour vous donner des exemples concrets, on nous demande de travailler, par exemple, sur de la géothermie, sur des procédés que l'on appelle cool roof, vous savez, de peinture sur les toitures. Oui, c'est la peinture claire sur les toitures pour diminuer la température en dessous, pour faire simple. C'est un peu plus compliqué que ça en réel, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Et si vous voulez, je trouve que on manque encore de recul. Et c'est tout l'objet de notre démarche en ce moment. On a besoin, nous, de sociétés qui nous accompagnent pour pouvoir quantifier les impacts de tous ces travaux d'investissement. Parce que on pourrait penser par exemple à un projet de géothermie qui peut avoir un impact important pour tel label, mais beaucoup moins pour l'autre. Et donc on a tout ce travail-là à mener. Oui, pardon. Et donc, au niveau standard du marché, est-ce qu'on arrive dans ces demandes sur du standard de marché ? C'est-à-dire qu'est-ce que systématiquement des critères environnementaux apparaissent sous la forme de demande de label ou autre chose ? Est-ce que vous voyez ça sur la gestion de votre parc ? Alors oui, on voit vraiment maintenant tous ces labels se mettre en place, d'autant plus que ce que nous expliquent nos clients, et ça c'est pour rebondir avec les propos qui ont été donnés avant par la société Midi 2i, c'est que eux-mêmes, quand ils se financent, ne peuvent plus être financés s'ils ne proposent pas de constituer des fonds d'investissement qui sont labellisés en portefeuille. Donc ça revient vers nous, puisqu'ils nous disent, écoutez, maintenant le patrimoine que nous gérons, que nous avons acheté il y a quelques années, qui n'était pas forcément aux meilleures notes de nos labels, on a besoin de le verdir. Donc on sent vraiment qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour nous permettre, nous, de mener les travaux de verdissement du patrimoine. Merci. Alors on va passer maintenant aux foncières. Donc je suis embêté. Vous le dites comment, vous ? Vatou, on va le dire à la française. Donc de Vatou et Belleville. Alors ce qui est intéressant, c'est, bien sûr, vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de ces foncières, mais aussi leurs différences et votre propre démarche dans ce cadre-là. Oui, je vais même revenir un peu en arrière. C'est quand en fait on m'a demandé d'intervenir. Donc j'habite en région parisienne, c'est une grave erreur. Mais je me suis dit est-ce que je viens à Montpellier pour faire une intervention ? Et Ilona qui m'a interrogé en fait a touché à la corde sensible qui est quelle différence en fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a une foncière donc de Vatou qui gère et détient 400 à 500 commerces en France se lance dans une aventure comme Belleville où là la seule utilité finalement de Belleville, c'est dans l'immobilier disponible pour des projets et en faisant attention à ce qu'on fait, donc sans aucune lucrativité derrière, ce qui sur les acteurs immobiliers reste quand même quelque chose d'assez rare. Donc je suis là voilà, je suis à ma place. Si c'est pour parler environnement, isolation et compagnie, il y a des gens qui le font bien mieux que moi et j'en ai autour de moi. Sur des projets, j'ai vu aussi le programme avec vous avez des bons projets à suivre. Et depuis un mois, je fais. Alors c'est un cheminement que j'ai fait depuis quelques années déjà et que je suis en train de parfaire. Et ça part de sa raison d'être. Donc on va faire un petit jeu si vous voulez bien. J'aimerais bien savoir combien d'entre vous connaissent leur raison d'être, à titre personnel. On est pas mal. Combien d'entre vous connaissent la raison d'être de leur entreprise ? Moi je pourrais lever le doigt aussi, mais je joue pas.
Et alors après, on va finir un peu le truc. Combien d'entre vous suivent leur raison d'être et suivent leur raison d'être correspondant à celle de leur entreprise, donc dans leur entreprise? Est-ce que vous pensez aussi que votre entreprise suit sa raison d'être? Et là, voilà, quand vous voyez, on est, je pense, une petite centaine dans la salle, je pense qu'on est à 10-15% de résultats. Donc moi, la démarche entre Devatou et Belleville, c'est ça à la base. Donc en fait, je suis sur une activité immobilière qui, alors je constitue un patrimoine pour moi, pour mes enfants, pour mes arrière-petits-enfants, etc. À l'époque, sans avoir vraiment la conscience, on me demandait pourquoi Belleville. Je disais, là, je pense que j'ai protégé quelques générations financièrement. L'objectif, c'est peut-être de leur rendre un monde meilleur plutôt que de leur donner encore plus d'argent. J'arrivais à Belleville, mais en fait, au final, là, je me rends compte aujourd'hui, là, quand on écoute les échanges et on est tous dedans, c'est pas demain que ça se passe, hein. C'est maintenant. Et Belleville, on essaye de le faire, mais on se pose énormément de questions aussi. Je pense que Belleville, on l'a trouvé. Moi, j'ai eu correspondance ce week-end que ma raison d'être était alignée avec Belleville. C'est de rencontrer, c'est de comprendre les mécanismes, c'est d'essayer de construire et de faire grandir, et en éclairant un peu sur tout ce qui se passe. On est à la ramasse. On est totalement à la ramasse. Quand je vois que vous êtes 20% à connaître votre raison d'être, ça part de vous, de chacun d'entre vous. C'est pas demain que ça se passe. Il y en a qui n'ont pas osé lever le doigt aussi. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas osé lever le doigt? C'est le moment. Je sais que je triche un peu sur l'exercice, hein. C'est la première fois que je le fais. Je sais qu'il y a des billets mais c'est pareil dans les concertations de public, il y a toujours un billet. Mais en fait, tout le sujet est là aujourd'hui, et je pense qu'on a des moyens quand on entend, effectivement, en tant qu'investisseur. Moi, aujourd'hui, je fais ce travail en tant qu'investisseur d'abandonner de la lucrativité. Mais en fait, quand je regarde chaque projet, il est aussi lucratif que l'autre. On va parler des halles de la cartoucherie un peu, et du coup, on peut en parler d'ailleurs. On peut en parler. Donc, les halles de la cartoucherie, un tiers-lieu, quoi. Alice en parlera sur Redman est promoteur du projet, et nous, on est investisseurs. On est allé accompagner un collectif d'exploitants pour libérer l'immobilier. Le premier gros rôle qu'on a joué, c'est de rassurer les financeurs qu'un acteur immobilier est capable de le faire. On a réussi à rassurer la Caisse des dépôts qui nous a suivis, qui a rassuré les banquiers aussi. Et un banquier dans la salle, par exemple, son groupe n'a pas voulu nous suivre. Et aujourd'hui, en fait, on parle de transition environnementale. C'est un projet qui est labellisé NoWatt, 1,7 million de subventions, pour les bonnes raisons. C'est un projet qui est sociétal. On remplit tous les critères. On a des rendements à 8%, 30 millions d'euros d'investissement, 2,4 millions de loyer. 13 000 m², on a 2 500 euros le mètre carré. Avant qu'un acteur immobilier vienne, personne ne voulait y aller. Et c'est là où aujourd'hui, quand on dit demain, mais c'est pas demain, c'est maintenant que ça se passe. Et les projets, ils sont là. La grosse problématique qu'on a dans notre mode de fonctionnement et notre marché, c'est qu'on veut faire que des gros projets. Moi, je le dis souvent, moi, je suis family office, donc plus simple, mais l'immobilier est un monde c'est un monde de fainéants. Vous allez chercher que des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on parle d'investissement. Les rendements à Toulouse ou à Montpellier sont plus élevés qu'à Paris. Pourquoi? Est-ce qu'un immeuble haussmannien à Paris à 20 000 balles le mètre, il est moins risqué qu'un immeuble toulousain en centre-ville? Moi, j'y crois pas. Et c'est là où Belleville, par exemple, la différence. Belleville, là, on a en co-investissement avec la Caisse encore. On fait un immeuble à Verdun. Et alors, c'est co-investissement de Devatou, Belleville, Caisse des dépôts. Investissement à Verdun, 6 millions d'euros, immeuble de bureau centre-ville, 4,5% de rendement locatif. Quand on sort le bilan avec les hausses des matériaux, les coûts, normalement, je me dis c'est une aberration, quoi. C'est 4,5. Je vais acheter dans une grande métropole. Pourquoi en fait je vais attendre du 4,5 en grande métropole plutôt que 4,5 à Verdun dans un bel immeuble qui va fonctionner, où j'ai en locataire le CNAM, la ville, la CCI, qui donc au final je suis sécurisé. Sur les financements, le modèle aussi qu'on a, c'est maintenant que ça se passe en pensant long terme. Si on a des financements, on a du mal à avoir des financements de plus de 15 ans. La cartoucherie, on est à 12 ans, ça nous fout le bordel, comme c'est pas permis. 15 ans, on serait plus à l'aise. 20 ans, on ferait encore plus. 25 ans, on ferait encore plus. On parle de bâtiments qui ont des durées de vie qui normalement sont très longues. Pareil, je passe un truc comme ça sur la consommation d'énergie, un sujet. Mais le vrai sujet, quand on regarde, c'est l'environnement global du projet. Il y a un gros promoteur, le premier promoteur français, qui s'est vanté d'avoir fait le plus bel immeuble de France en termes de consommation d'énergie. Il a rasé un bâtiment des années 2000. En termes de consommation globale, c'est une aberration. Ouais, et nous, alors c'est là où sur Belleville, et je transfère un petit peu, mais l'importance de l'usage aussi, c'est qu'on fait quelque chose, quel usage on a, est-ce que notre bâtiment va générer des mobilités, des transports de gens. Donc
On essaie d'être dans la ville du quart d'heure. Voilà, tous ces trucs-là, je pense que vous l'avez tous entendu. Donc c'est pour ça que je me permets d'attaquer un peu plus personnellement. On a tous les moyens aujourd'hui. Après, je vais rester sur 2 conseils. Le premier, vous mettez pas des limites parce que votre structure, vous croyez qu'elle n'est pas capable de faire. Moi, je vois beaucoup de choses qui se passent où personnellement, je parle avec les gens, ils me disent ah, c'est ça, on doit faire ça, c'est génial. Ok, tu le fais dans ta boîte. Mais non, mais j'ai des comptes à rendre à mes actionnaires et compagnie. C'est un faux débat aujourd'hui. L'argent qu'on essaye de gagner là, on va le perdre dans 10 ans, dans 15 ans. Et là, on se rend compte qu'on est en train de le perdre l'année prochaine. Le deuxième débat aussi, je pensais moi être au point, et je pense que vous l'êtes aussi sur les questions environnementales. Ça fait un petit moment qu'on me dit de regarder 20 heures de vidéos de Jean Covici. Je n'ai jamais eu le temps. Achetez-vous pour Noël et achetez à vos amis la BD. Vous allez comprendre qu'en fait, le vrai sujet qu'on a de notre changement de société, on arrive à une société qui est aberrante, qui ne marche pas. C'est qu'en fait, on a cru qu'on était en énergie illimitée avec une croissance illimitée. Maintenant, on se rend compte que c'est plus possible. Donc, faut revoir tous nos projets sous cet angle-là. Je pense que si on fait ces 2 choses-là, on va peut-être pouvoir faire avancer les choses. Merci. Donc, il a fait la promotion d'un monde sans fin, la bande dessinée réalisée par Jean Covici. J'ai oublié le nom du dessinateur, malheureusement. Merci, voilà. Et qui est effectivement un très beau cadeau à mettre sous le sapin. Chez moi, ça a sensibilisé toute la famille. C'est très, très pratique, même s'il y a des aspects sur l'énergie nucléaire. Mais bon, c'est Jean Covici, on connaît. J'ai pas fini la dernière partie, c'est pour ça. Alors, mais en tout cas, en termes de constat, il est excellent. Cette bande dessinée est vraiment excellente. Alors, on va rester sur les halles de la cartoucherie. On va passer du coup au promoteur qui intervient sur ces halles. Donc, Alice Bonident pour Redman. Vous êtes directrice régionale Occitanie de Redman. Alors, votre avis. Alors, je sais pas si on va réussir à passer. On a une petite vidéo qui va tourner en même temps. Je sais pas si tu arrives à la faire passer, Mathieu. Par rapport à ce projet qui est très particulier, qui fait appel à de la performance environnementale, sociétale aussi avec l'ESS. On pourra vous parler entre vous d'ailleurs tout à l'heure. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce projet des halles de la cartoucherie et comment Redman s'y est impliqué? Alors d'abord, je félicite la région pour le plan de sobriété sur les locaux et du coup, je vais aller remettre ma veste. C'est une petite parenthèse. Oui, c'est vrai que... je crois que je suis pas la seule. Je pense qu'au mieux, on est à 19, hein, mais... Oui, au mieux, mais peut-être même moins. Redman, on est super fiers de travailler sur ce projet de la cartoucherie aux côtés de Belleville, après cette main tendue il y a quasiment 2 ans. C'était tout juste au moment où Redman Occitanie se crée. Redman est un groupe qui existe depuis 15 ans, j'en parlerai un peu plus, mais et j'ai créé Redman Occitanie, ça fera 2 ans en début d'année prochaine. Donc on travaille sur les halles de la cartoucherie et pour nous c'est juste un superbe démonstrateur en fait ça coche toutes les cases en tout cas des critères sur lesquels Redman veut se développer. On suit les ambitions, on s'est les appropriées, les ambitions de ce projet puisqu'on est arrivé après le lancement. On s'est appropriés, on les met en œuvre et puis on essaye aussi de les dépasser, en tout cas de les pousser. Alors ça rentre un peu, je veux dire, dans l'ADN de Redman, hein, ce type de projet. Ça rentre, voilà, je vous disais, ça coche vraiment pour nous toutes les cases. On est sur déjà une réhabilitation, donc ça c'est le point d'entrée, évidemment, enfin recyclage d'une friche urbaine. Réhabilitation, usage beaucoup du bois, puisque tous les planchers qu'on vient créer sont en bois. On a aussi une grosse politique de réemploi sur l'opération. Lors de la déconstruction, par exemple, on a enlevé très soigneusement les briques de la toiture parce qu'on va les réutiliser pour faire du mobilier urbain. Voilà. C'est un cercle vertueux parce qu'accessoirement, ça fait moins de bruit quand on déconstruit comme ça doucement que quand on jette les briques dans des bennes. Et puis peut-être que saluer un dernier point dont on a parlé, c'est je pense que le projet est très vertueux aussi sur sa sobriété, sa frugalité, sur son côté low-tech. Il faut féliciter nos 2 architectes féminines, Chloé Baudard et Oeco, parce qu'on parle d'un projet conçu il y a 5 ans. Donc voilà, il y a 5 ans, je pense qu'on parlait pas beaucoup de ces thèmes-là, et en fait là, on est à fond là-dedans sur ce projet qui garde ses matériaux très bruts, et voilà, qui a cette forme de sobriété. Alors, juste en aparté, à noter qu'Envirobat Occitanie avait réalisé les rencontres membres, adhérents, séminaire adhérent au mois de juin ou début juillet, je ne sais plus, début juillet, juste à côté des halles de la cartoucherie, avec une présentation du projet. Et
puis du coup, effectivement, Sébastien en a parlé, participation de la Caisse des dépôts et de la région sur ce projet avec NoWatt, la démarche NoWatt, qui est hyper importante à souligner parce que je pense que sans ça, on serait sans doute pas là. C'est le petit coup de pouce c'est le coup de pouce final qui a bien aidé. Vous n'avez pas fait beaucoup de publicité pour Redman et c'est très bien, mais ceci dit, c'est peut-être intéressant de citer l'engagement environnemental qu'a ce promoteur qui est un peu particulier. Oui, merci de m'en donner l'opportunité. Du coup, Redman a été créé il y a 15 ans, en même temps à Paris et à Aix. C'est important pour nous parce qu'on n'est pas un promoteur parisien, on est aussi un promoteur régional. Comme je vous l'ai dit, l'antenne Occitanie a à peine 2 ans et on a déjà une équipe. À la fin de l'année, on sera 6 personnes de personnes qui ont rejoint cette boîte pour le projet très engagé qu'elle porte. Donc, tous les 6, on fait partie de ce projet-là. Ce projet, en fait, depuis le début de Redman, il y a toujours eu cet ADN-là, puisque, pour donner un exemple très clair chiffré, sur les 700 000 m² qui ont été faits, il y en a déjà la moitié qui ont été faits en réa. Donc depuis 15 ans, on fait énormément de très très grosses réa. Et il y a 5 ans, un gros virage a été pris pour se doter d'une grille de critères, pour justement aller au-delà. Et c'est ça qui, in fine, a abouti. Alors merci l'année 2020 qui a libéré un peu les agendas pour pouvoir bosser là-dessus, clairement. Mais ça a abouti à pouvoir afficher ses ambitions, puisqu'on est entreprise à mission et seul promoteur labellisé Bicorp. Également, on a été récompensé par l'association BBCA pour nos réalisations. Voilà, donc ça, ce sont, on va dire, les engagements forts de Redman qu'on essaie d'appliquer sur l'Occitanie, donc avec ce premier projet de la cartoucherie. Mais on est basé à Montpellier et on a d'autres projets en cours à Montpellier. Peut-être juste un mot sur ces critères, puisque c'est ça qui est intéressant aussi. Alors nous, on voit la transition énergétique, le développement durable, on le voit comme un tout. Il y a le volet énergétique, il y a le volet carbone, qui est hyper important pour nous. Il y a aussi la sobriété et puis le côté économique et social. En fait, on est en perpétuelle quête, je pense, de trouver le modèle du promoteur immobilier qui soit globalement en fait plus respectueux du vivant dans son ensemble. Donc ça, c'est notre quête perpétuelle. On a une taille qui nous permet quand même d'être agile et on a une indépendance qui fait aussi qu'on peut se permettre de refuser des projets ou d'innover. Voilà, donc nos critères, en fait, on va dire qu'on a 2 échelles. On a l'échelle nationale où là, on a une grille de critères très, très précise sur nos projets, c'est-à-dire qu'on privilégie la réa, sinon on sera automatiquement labellisé BBCA. Donc on a en fait, on peut dire, de l'avance. En fait, on prend de l'avance sur ces sujets-là. C'est tout ce qu'on fait si on est très pragmatique. De la même manière qu'on avait pris de l'avance sur la RE 2020, là aujourd'hui, on est en train de s'ancrer dans les enjeux du ZAN, en train de se préparer à construire moins. Voilà, on en a parlé aussi, mais on s'y prépare. Donc voilà. Vous êtes déjà à 50% de réhabilitation, donc c'est déjà un bel effort pour un promoteur. Oui. Peut-être plus que ça. 50%, c'est sur les 15 ans. C'est ce qui s'était passé avant. Oui, maintenant sur les projets actuels, je pense qu'on doit être à plus que ça, oui. Et donc à l'échelle nationale, il y a ce garde-fou qui est cette grille de critères. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a un gros boulot à l'échelle locale pour la mise en œuvre, en fait. Et donc là, c'est tout le boulot qu'on fait avec l'équipe depuis qu'on est sous Redman, de vraiment rencontrer. Alors, moi, je travaille depuis 15 ans dans l'immobilier à Montpellier, donc j'ai pas débarqué, je connais déjà beaucoup de monde, mais en fait, je me suis ouvert tout un nouveau réseau de personnes engagées. Alors, on a des Ramphibois, on a rencontré tous les architectes très impliqués dans ces démarches-là, les acteurs du réemploi, tous les constructeurs bois, etc. Donc voilà, on se fait aussi tout cet écosystème pour avancer ensemble. Et puis pour y arriver, on va avoir besoin de tout le monde, comme l'a dit Jean-Luc Barthé tout à l'heure aussi. On a besoin que tout le monde participe à l'effort collectif. Voilà, pour nous aider dans ces ambitions. Merci. On a parlé d'une anecdote sur l'interface économie sociale et solidaire et promotion immobilière. Qui peut-être vous pouvez la citer, Monsieur Duelstein. Quand on en a parlé, c'est vrai que le rôle de Belleville aussi, c'est de faire le lien entre les acteurs plus traditionnels et les acteurs du monde de l'ESS et de faire comprendre les dimensions de chacun, les besoins, les contraintes. Donc quand on a parlé de avec Redman par exemple qui connaît bien le monde de l'ESS, mais nous on accompagne un collectif qui pour le coup un chantier. On sait pas trop ce que c'est, mais qu'on a mis des règles depuis. Mais par exemple, on s'est retrouvé avec une photo de presse des futurs commerçants, de 4 futurs commerçants de la Halle,
avec le casque qui va bien et un des commerçants était en claquette. Donc Alice nous a gentiment fait la remarque et c'est là où on a un rôle aussi derrière d'expliquer, et c'est des contraintes en fait chacun c'est là où avec Redman ça se passe bien sur la promotion, surtout avec Alice, c'est que on se comprend et on sait faire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas moi, c'est quelque chose que je préconise aujourd'hui. C'est que dans chaque entreprise, il y a des gens qui comprennent en fait ce monde en face, qui est celui qui va nous permettre de changer d'échelle. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et justement, les gens qui peuvent comprendre en face, ils ont plutôt tendance à partir en courant. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Alors qu'en fait, si on intégrait ça, nous on aurait un peu moins de boulot, ce serait pas mal, et tout le monde se comprendrait mieux. Peut-être, oui. J'allais dire aussi ce dernier mot sur la cartoucherie, pour être tout à fait objectif, c'est quand même aussi un parcours du combattant du quotidien. Parce que là, on est tous souriants, mais c'est un sujet très très complexe. Mais en fait, il y a quand même une conclusion à tout ça, c'est que quand on donne du sens à nos projets, en fait, ça nous donne une énergie dingue. Voilà. Merci. On va passer la parole à Ludovic Jean, qui est vice-président de l'Intec. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'Intec, mais même je pense que beaucoup connaissent, mais et puis surtout on va parler de dimension environnementale dans l'acte de bâtir suite à votre présentation. Oui, alors bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité pour intervenir à cette table ronde. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Alors, 2 mots sur l'Intec pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont entendu parler de l'Intec ? Ah, bon, alors ça... Il y a des... Bon, mais très rapidement, c'est un syndicat patronal des économistes de la construction. C'est le seul syndicat qui représente les métiers de l'économie de la construction. Ça représente environ 6500 entreprises à l'échelle nationale, qui sont pour la plupart des petits cabinets comme le mien, qui ne dépassent rarement 4 ou 5 personnes. C'est 1000 adhérents, dont 600 adhérents actifs. Et c'est un syndicat qui participe à l'élaboration de l'avenir. J'en suis le témoin en tant que vice-président de recherche et développement du syndicat. Et alors, si je peux, peut-être que vous vouliez me poser une question, mais sinon je peux directement basculer. J'aurais voulu réagir. Allez-y. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de choses. Je suis arrivé au début de la table ronde précédente. J'ai entendu beaucoup environnement, investissement. Et c'est vrai que l'environnement c'est important, mais j'ai envie de dire, et pour tous, vous connaissez tous la HQE, ce n'est pas l'Intec qui l'a inventé. Il se trouve que j'ai entendu le terme de durable également, de finitude du monde. Effectivement, les ressources ne sont pas infinies. Mais qu'est-ce qu'un projet durable ? C'est un projet qui effectivement est suffisamment respectueux de l'environnement, mais qui est aussi socialement acceptable, et enfin, qui soit économiquement supportable. Donc le bon projet, c'est celui qui a la conjonction de ces 3 dimensions. J'ai beaucoup entendu parler des problématiques d'investissement et des problématiques d'environnement. Mais la question du coût du projet est importante. Et là, je me tourne vers les financeurs. J'en vois au moins un devant moi qui sont intervenus tout à l'heure. Le financeur qui va vous aider à monter vos projets innovants, parce que vous êtes là, vous témoignez de projets à Belleville et à la cartoucherie qui sont d'avant-garde. Comment arriver à les financer ? Comment convaincre votre financeur que l'opération vaut la chandelle ? Ça nécessite de raisonner en coût global. Je vais dépenser plus au départ, mais je vais gérer une économie sur le long terme, et mon bilan final, mon bilan d'exploitation, si je peux le dire ainsi, en tant qu'investisseur, en tant que promoteur, sera bénéficiaire si je vais vers des solutions innovantes. Et ça renvoie à la question de la durée de financement et de la durée sur laquelle on se projette. C'est sûr que si on a des vues court-termistes de rentabilité,
avec des financements sur 10 ou 15 ans. On ne peut pas arriver à l'équilibre sur des projets innovants comme vous les avez évoqués. En revanche, si on les regarde sur une période de 30 ans ou de 40 ans, 30 ans étant une durée classique de financement des opérations publiques ou d'intérêt général, à ce moment-là, on peut effectivement trouver des solutions qui soient au carrefour de l'enjeu environnemental d'une part, social d'autre part, et économique in fine. Voilà. Alors, que fait l'Intec pour ça ? Eh bien, elle a développé un logiciel de calcul en coût global qui s'appelle qui s'appelle Gestiona, qui fait partie de la suite logicielle méthode, et qui est conforme, qui applique strictement la norme internationale de calcul en coût global. J'avais 2 slides à présenter, si vous pouvez les envoyer. Elle s'appelle ISO 15686, cette norme. Merci. Je la retiens jamais, là. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais à l'instant, hein. Voilà. Un projet durable est à la conjonction de la sphère économique d'une part, sociale et environnementale d'autre part. Alors, quand on raisonne en coût global, et que l'on est court-termiste, promoteur, investisseur, on va se préoccuper de la sphère économique, qui est la dimension la plus petite, effectivement. Quand est-ce que je rentre dans mon investissement le plus rapidement possible, et est-ce que ma marge va être suffisante, et je la veux maximum. Et si je commence à avoir un petit peu d'éthique, je vais élargir ma préoccupation en matière d'investissement à la dimension sociale. Il faut que mon projet soit socialement acceptable. Si je construis des bureaux ou des logements, il faut qu'ils soient vivables. Et donc, je vais intégrer des facteurs de coût que l'on appelle des facteurs indirects. Et au bout du bout, je vais intégrer la dimension environnementale et je vais me préoccuper du très long terme et de la planète que je vais laisser aux enfants de mes enfants. Slide suivante. Et donc, voilà comment est résumée l'approche en coût global selon la norme internationale ISO 15686-5. C'est un chiffre magique. Alors, vous voyez que on a le coût global simple, auquel on peut venir rajouter les revenus, et c'est ce que vous avez à l'intérieur de la sphère orange, que nous avons appelé, nous, à l'Intec, le coût global semi-étendu, qui va prendre en compte le coût d'investissement. Alors évidemment, combien va me coûter ma construction, mais quel sera le montant de toutes mes dépenses associées, hein. Et puis ensuite, tout au long de la vie du bâtiment, les coûts d'exploitation, de maintenance, évidemment les coûts de fin de vie, parce que déconstruire un bâtiment ou restituer un site à son état initial, c'est caractéristique des exploitants miniers, qui aujourd'hui sont de plus en plus tenus de prendre des engagements en matière de restitution du site à son état initial, sa dépollution, sa replantation, la reconstitution de la topographie. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, lorsqu'on est un investisseur, prendre en compte les revenus qui viennent en contrepartie des dépenses, pour voir si les revenus vont à un moment donné, ou les dépenses amoindries vont à un moment donné permettre d'arriver à l'équilibre dans l'équation. Et la seule dimension que l'Intec a choisi de ne pas prendre en compte dans le développement de son outil de calcul en coût global, ce sont les externalités. Ce qui est marqué coûts environnementaux, c'est ça ? Pardon, il y a externalités et coûts externalités à gauche. Oui, alors les coûts environnementaux font en réalité partie des externalités. C'est-à-dire que c'est ce que moi j'appelle le deuxième effet qui se coule. Je sais combien j'investis pour construire, je sais combien me coûte ma facture d'énergie, mes coûts de nettoyage, mais comment je peux dire ce que coûte ou ce que rapporte, ce que coûte l'absentéisme. Pour prendre absentéisme qui peut être causé par un problème de confort. Je prends un exemple, je le développe. C'est typiquement une externalité. C'est la dimension sociale de mon investissement.
Si je construis des locaux de bureaux peu confortables, mais économiques à l'investissement, qui peuvent être au passage également économiques à l'exploitation, ils seront en revanche peut-être tellement inconfortables qu'ils vont générer une baisse d'efficacité des occupants dans leur travail parce qu'ils se sentent pas bien, donc ils ont tendance à faire plus de pauses, à s'absenter ou à tomber plus souvent malade, donc plus d'absentéisme. Et à l'inverse, un bâtiment plus confortable, plus respectueux de ses occupants, va générer une meilleure efficacité au travail et moins d'absentéisme. Mais comment je vais le mesurer? Est-ce que nous avons tous là, dans cette salle, une unité de mesure consensuelle? Alors la réponse de l'INTEC, c'est non, pour le moment. Et il y a certainement un gros travail à faire sur la manière de définir des unités consensuelles de mesure de l'impact social et environnemental des choix constructifs initiaux. Il y a une unité qui existe déjà sur les marchés et qui est en passe de devenir consensuelle peut-être au stade de l'estimation des projets, c'est le coût d'une tonne de carbone. Voilà. Si j'émets une tonne de carbone, combien ça coûte? Aujourd'hui, je ne peux pas exactement dire combien ça coûte, mais je sais qu'il y a des marchés qui donnent un prix, j'entendais tout à l'heure dans la salle, entre 25 et 65 euros la tonne. Voilà. Donc quand on a un coût, on peut l'intégrer dans le calcul en coût global. Donc, toute la question est là. Aujourd'hui, avec Gestiona, nous sommes en capacité de calculer un coût global semi-étendu qui va prendre en compte toutes les dépenses et tous les revenus tout au long de la période étudiée. Mais nous sommes encore en questionnement, et je me tourne là vers tous les intervenants, à la fois de la table ronde et les personnes qui sont dans la salle. Comment pouvons-nous ensemble construire des indicateurs pertinents du coût ou du gain indirect à caractère environnemental ou social? Construire en bois, c'est intéressant, on sait le mesurer aujourd'hui en poids carbone. Mais ça a peut-être d'autres incidences. Et puis, en termes d'environnement au niveau social, la qualité des logements sociaux comme facteur de diminution de la facture énergétique, de diminution des dégradations des parties communes et donc de diminution des dépenses de maintenance ou diminution de la facture énergétique comme un bienfait social pour les occupants de logements sociaux qui vont améliorer leur solvabilité. Tout cela a, on le sent bien, un impact en termes de coût global, c'est-à-dire qu'on fait des projets plus économiques et plus vertueux en même temps. Toute la question est d'arriver à les mesurer pour pouvoir projeter le coût global des opérations au moment où nous faisons les choix stratégiques en avant-projet. Est-ce que j'ai raison de dépenser plus en matériaux biosourcés? Est-ce qu'à la sortie, au bout de 30 ans, j'aurais fait le bon choix? Des fois, il est préférable d'utiliser des matériaux plus consommateurs d'énergie à la source, mais qui généreront sur 30 ans un gain pour tout le monde. Donc tout ça pour dire en conclusion que c'est bien de se poser la question de la vertu, des choix de matériaux et des choix d'équipements actifs à la source, qu'il est bon de se poser, qu'il est nécessaire de se poser la question de la manière dont on va pouvoir financer son projet, et que heureusement il existe beaucoup de sources de subventions, mais que il reste cette dimension de l'appréciation du coût global qu'on ne peut pas écarter et qui devient une question majeure aujourd'hui. On parle du coût global depuis plusieurs décennies. Ça a commencé aux États-Unis dans les années 50 lorsque l'armée américaine a voulu raisonner en coût global. On a vu naître le life cycle cost pour ceux qui ont côtoyé le monde anglo-saxon dans les années 70. C'est ce que nous appelons le coût global depuis les années 80 à les 90 en France. On en parle beaucoup, mais un petit peu comme, je sais pas, d'un serpent de mer qui de temps en temps ressurgit et redisparaît. On le pratique assez peu. Et je pense qu'avec l'avènement de la RE 2020
Et avec toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, ça va devenir indispensable que de raisonner en coût global. Et donc, nous allons avoir besoin d'économistes capables de calculer en coût global, et donc de l'Intech. Merci. Est-ce que ça vous fait réagir du côté des foncières ou du côté ou chez vous, Monsieur Philippot éventuellement? Alors, non, vous pouvez commencer, hein, pas de souci, il n'y a pas d'ordre. Oui, moi ça me fait un peu réagir parce que je partage tout à fait l'avis qui vient d'être donné. C'est que nous on le voit dans le quotidien, on a besoin quand même de quantifier les économies qui sont générées par des investissements qui sont réalisés sur les bâtiments, et c'est difficile. Voilà. Et donc, d'autant qu'on parle d'éléments qui n'ont pas de critères financiers, encore. Au-delà de l'énergie, un peu le carbone, et puis tout le reste qu'on a du mal à calculer. Ah oui, tout c'est le reste, ce que vient de nous expliquer Monsieur Jean. Ouais. Tout à fait. Tout le reste est pour l'instant vraiment difficile à appréhender. Sur la partie qu'on arrive plus ou moins à calculer, on voit aussi naître beaucoup de solutions en ce moment. Je pense notamment à DeepKey. Je ne sais pas si les gens connaissent, qui sont des solutions de suivi énergétique, mais qui vont un peu au-delà, qui permettent un début d'analyse. Mais c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment, moi, par rapport à ce qu'on pratique au quotidien, qu'on est au tout début du chemin par rapport à cette quantification des coûts de fonctionnement d'un bâtiment, de ses émissions en gaz carbonique, et qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Monsieur de Hulster ? Je vais donner 2 exemples. Je suis assez d'accord aussi sur l'approche globale. Le premier, moi je suis aussi attaché à la sobriété, c'est je sais qu'on en parle un peu même sur la cartoucherie, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire différemment. Et on réalise un tiers-lieu dans le 19e arrondissement sur 500 mètres carrés, une ancienne gare. Donc on a juste une convention d'occupation temporaire de 12 ans qu'on a réussi à passer à 15 ans et qu'on doit mettre aux normes thermiques. Alors nous on fait le choix aussi de pas forcément mesurer, parce que l'argent qu'on met dans la mesure on le met pas dans le projet aussi, et sauf qu'en fait on a que 15 ans, parce que dans 15 ans potentiellement la SNCF peut avoir une directive politique en disant on réactive les voies de la petite ceinture, et donc on va détruire le bâtiment pour faire autre chose, et en 15 ans on n'aura jamais amorti en fait tout ce qu'on aura fait dedans en termes de carbone et de consommation. Et je voulais aussi vous donner un exemple que vous devez connaître tous ici, mais c'est les altropismes. À Paris, vous avez, je donne l'exemple souvent de plateau urbain avec la rue de Santeuil. C'est aussi quand on aborde le projet de réutilisation d'un bâtiment, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de flambant neuf à la fin? Donc c'est ça dans ce sens-là où je pense que la cartoucherie, il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment. Si Redman était arrivé plus tôt. Mais et je trouve que voilà, les altropistes par exemple, on a pris aussi l'inspiration là-bas. Et vous voyez qu'ils ont réussi à faire quand même à faire avec l'existant, et de temps en temps c'est pas forcément la peine de refaire toutes les pâtures, de refaire tout le sol, de refaire de faire avec ce qu'il y a, et c'est là qu'on fait le plus d'économie d'énergie globalement. D'accord. Côté région, oui. Alors, un témoignage peut-être côté direction de l'aménagement et de l'immobilier. On a disons qu'on voit bien la complexité de l'appréciation des critères à retenir. Et l'autre côté, la fragilité des modèles, en fait. Puis on voit bien sur l'énergie aujourd'hui l'impossibilité de faire des prévisions. On a plutôt une démarche d'appréciation du coût global sur l'ensemble du parc immobilier, c'est-à-dire qu'en données macro, si on prend gros entretien, renouvellement, la maintenance, on voit bien que l'autre coût derrière, c'est l'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, à hauteur de 45% au moins. Et donc, naturellement, sans faire de calcul, je dirais on considère ce chapitre-là comme étant prioritaire dans nos démarches pour aller vers des bâtiments passifs, à géothermie de préférence, puisque c'est la technique la moins onéreuse, je ne dirais pas à l'investissement, mais en tout cas dans le meilleur rendement, meilleur temps, un coût global, meilleur temps de retour. Voilà, parce que l'énergie c'est prépondérant, et donc voilà la démarche. Merci. Alors, est-ce que... J'aurais voulu juste... Allez-y, après on passe la parole à la salle pour préparer vos questions. En fait, vous disiez à l'instant, nous sommes sur un projet à 15 ans, nous ne pouvons pas nous projeter au-delà. À 15 ans, nous ne sommes pas rentables.
Mais des opérations non rentables, ou disons coûteuses, mais innovantes, nous en avons besoin au début, pour amorcer la pompe, si j'ai envie de dire, si je peux le dire ainsi. Nous, à l'Intec, pour l'Observatoire des coûts, nous venons de terminer une étude. En fait, nous avons cherché à mesurer sur le logement collectif l'impact sur les coûts de la construction de l'avènement de la réglementation thermique 2012. Voilà, pour pouvoir projeter l'évolution des coûts sur la suite de l'avènement de la RE 2020. En fait, nous nous sommes posé la question. En fait, c'est le CSC2E qui nous avait demandé de réfléchir à cette question. Est-ce que la RE supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique? Tout à fait, merci. Alors, est-ce que la RE 2020, en réalité, va vraiment rendre les bâtiments plus chers? Et si oui, de combien, de quel ordre et sur quelle échéance? Voilà. Donc nous avons fait le travail rétrospectif de mesurer le coût constaté d'opérations de logement collectif à l'échelle de toute la France. Ça représente quelque chose d'assez conséquent. Et nous avons constaté en fait une courbe en cloche où effectivement sur le court terme les coûts augmentent, et même significativement, pour atteindre un plafond, et après recommencent à baisser pour revenir au coût initial à moyen terme et même générer de l'économie sur le long terme. Donc ce qui est intéressant, finalement, il y a une période d'accoutumance où beaucoup de gens innovent, sont parfois même en avance sur la réglementation, ou pro-réglementation, veulent être bons élèves, donc investissent beaucoup. Ce sont les pionniers, et ceux-là effectivement, lancent des projets qui ne sont pas forcément rentables, mais ils donnent l'exemple et ils permettent à tout le monde d'apprendre. Et ensuite, se généralisent les bonnes pratiques issues de l'expérience initiale. Et ces bonnes pratiques, elles, permettent d'absorber une amélioration de la performance dans l'acte de bâtir et dans l'exploitation des bâtiments, tout en revenant en euros constants aux coûts initiaux. Voilà. Et ça, c'est finalement c'est ce qui nous arrive à chaque marche franchie dans l'histoire de la construction. Au départ, certainement que le béton coûtait très très cher lorsqu'il était innovant, et aujourd'hui le béton est relégué au rang finalement de presque de dinosaures de la construction. Maintenant, on ne parle que de bois, et le bois est innovant. Pour construire sur 8 étages, c'est innovant, mais dans 20 ans, ça coûtera peut-être beaucoup moins cher. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté sur la RT 2012, et c'est ce qui nous amène à dire, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur l'intervention précédente, un intervenant disait que les coûts étaient plus importants et la question se posait de savoir qui allait les financer. Je réponds oui sur le court terme, mais sur le long terme, c'est probablement un faux problème. C'est-à-dire que nous arriverons à assimiler de nouvelles pratiques plus vertueuses pour le même coût. Et c'est pour ça que je rebondis, je crois que c'est vous, monsieur, tout à l'heure, qui disiez qu'il était intéressant de pouvoir financer sur le long terme. Effectivement, si on regarde une opération en coût global sur un plus long terme, à ce moment-là, on se donne plus de latitude pour rendre l'opération rentable. Merci. Alors, question de la salle. On commence par Alain Denat, président d'Envirobat Occitanie. Alain Denat, président d'Envirobat Occitanie. Donc, je tiens d'abord à remercier tous nos intervenants de la matinée. Ça a été extrêmement intéressant, et pour ma part, j'y ai trouvé ce que j'attendais, c'est-à-dire de poser cette première brique aujourd'hui avec Plan Bâtiment Durable en Occitanie, qui est une question fondamentale. C'est comment et avec quels moyens finalement on va atteindre nos objectifs très ambitieux, environnementaux et sociétaux, que nous visons. Et ma question finalement, elle est partie d'une remarque que vous faisiez tout à l'heure, Alice, sur si nous n'avions pas nos watts, nous ne serions pas là. Et ça, je pense que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui et qu'il faudra se poser
dans l'avenir, mais l'avenir c'est demain, c'est comment aurions pu, comment ce projet de la cartoucherie aurait pu se faire sans le financement de la région de Nowat, qui représentait quand même 1,7 million, je crois, vous avez dit. Et comment pouvons-nous... Alors, on a une partie de la réponse, avec tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. Effectivement, le coût global, effectivement, l'allongement des financements, et je laisserai tout à l'heure Jean-Christophe Vizier conclure et faire une synthèse de tout ça. Enfin, essayer, du moins. Mais donc, finalement, je pose cette question quand même. Comment aurions-nous fait, et est-ce que ça sera possible dans le futur de refaire la cartoucherie, qui est quand même un sujet exemplaire et démonstrateur, sans le financement de Nowat? Alors, ça serait fait. Et en fait, je pense 100% des acteurs de la salle, et je me mets dedans, avant Belleville, l'auraient fait en mettant son mouchoir sur les dimensions environnementales du projet, tout bêtement. Et sauf qu'en fait, Belleville aussi naît de ce projet de la cartoucherie. C'est le premier gros projet qu'on réalise. Ça crée des rencontres et on se dit, ok, en fait, il y a d'autres choses à faire, allons-y. Et l'objet de Belleville, en fait, c'est de dire comment on parle pas de l'objectif économique. On prend l'objectif économique comme un outil pour réaliser des choses. Mais on a les mêmes ratios financiers que n'importe quelle foncière ou n'importe quel promoteur quand on fait des opérations. Donc ça marche, mais c'est juste qu'on se donne ça comme objectif. Et c'est là où souvent en fait, aujourd'hui, là vous avez encore dit demain, dans le futur, comment on va... Non, c'est maintenant. Faut se la poser maintenant, la question. Et c'est faisable. Je donne un autre exemple de comment on fait. Un peu moins de rendement. Nous, on le voit on a fait des levées de fonds citoyennes, on a mis des taux assez élevés. Mais en fait, quand on en parle aujourd'hui, vous prenez une SCPI, ça distribue du 5%. Si ça distribue du 4%, 20% de moins donc. Ça veut dire que le gars qui a mis 10 000 euros, à la fin de l'année, il a 100 balles en moins. Il va se faire un restaurant en moins. Est-ce que ça change quelque chose? Et je peux vous dire que là où ça change quelque chose, c'est qu'à la fin, quand il prend son rendement, les 400 euros au lieu d'avoir 500 euros, il est content de les recevoir et il sait à quoi ça a servi. Et on peut l'appliquer sur beaucoup de choses. Et je pense que dans nos ratios qu'on a, finalement, même dans nos ratios d'entreprise, tant qu'on reste au-dessus, ça marche. Oui, donc d'accord. Et donc, comme on ne veut pas s'asseoir sur les critères environnementaux, on est forcément obligé de trouver des solutions. Et c'est ça que c'est pour moi une très bonne conclusion de la matinée. Merci. Alors, encore une question et on va... Alors là-bas, le micro. Voilà. Donc, présentation, question courte, réponse courte. Didier Bonin, ergonome et assistant à maîtrise d'usage, mais aussi accompagnateur d'entreprises et de territoire sur un nouveau modèle économique qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et moi là, depuis tout ce matin, je trouve que c'est très très intéressant ce qui a été débattu et apporté, mais on reste quand même dans le modèle économique classique, néoclassique actuel, qui nous amène quand même carrément dans le mur de façon directe et constante. On voit pas trop de différence là pour l'instant dans la courbe. Est-ce qu'il ne faut pas investir là intellectuellement et à partir de concepts opérationnels d'un modèle économique, par exemple de l'EFC, pour réfléchir différemment et aborder ces questions qui sont éminemment économiques, mais aussi liées à une approche de la valeur qui est un peu trop restrictive, c'est-à-dire quels sont les effets utiles du bâtiment sur ses utilisateurs, sur le territoire, sur les voisins, etc. Et c'est là qu'il y a réellement création de valeur. C'est peut-être pas mesurable, mais c'est évaluable. Et c'est à partir de là, en se projetant un peu, en travaillant avec des nouveaux concepts, qu'on peut peut-être aller plus loin là-dessus, il me semble. Il y a une dimension notamment de l'EFC qui est liée à l'évolution servicielle de l'économie. On en a très peu parlé, un tout petit peu en abordant l'effet gestion. Vite pour la fin de la question. Bon, mais la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas changer de modèle économique, investir là-dedans,
à partir des expériences de terrain et investir aussi sur la question de la dynamique servicielle des projets, l'intégration de biens et de services dans le bâtiment qui vont réellement créer de la valeur, qui soit justement sur une trajectoire non coûteuse en impact environnemental, social et sociétal. Alors, le défi, c'est de répondre de manière courte à une question qui est longue et complexe. Oui, alors j'ai envie de répondre. Alors, changer de modèle économique, c'est un vrai défi. C'est de l'ordre de la révolution. Mais sans aller jusque-là, je pense que répondre à la préoccupation que vous avez évoquée il y a quelques minutes, de passer d'un taux de 5 à 4%, c'est déjà une évolution majeure dans le contexte actuel, c'est-à-dire faire accepter aux investisseurs l'idée qu'ils gagneront moins en numéraire, mais qu'ils gagneront plus en valeur, la valeur dont vous parlez. Et ça renvoie à ce qui a déjà été dit à 2 ou 3 reprises dans les tables rondes, c'est cette fameuse notion d'investissement vertueux. Et c'est le représentant du Crédit Agricole du 31 tout à l'heure qui disait que avant de financer un projet, on vient rajouter des critères qui ne sont pas des critères strictement économiques de rentabilité, mais qui se raccrochent à des valeurs ou à des préoccupations environnementales. Voilà. Moi, ce que je disais par rapport à ça, simplement, c'est que pour que le porteur de projet puisse mesurer, estimer son coût d'investissement et son coût global, il lui manque des unités de mesure de ces dimensions-là qui aujourd'hui, pour le moment, ne sont pas consensuelles et qu'il s'agira certainement d'arriver à construire. Et c'est un vaste sujet. Alors, très très vite. Moi, la réponse a été plutôt à côté, mais nous, Redman, on a toujours donné de la valeur par l'usage. C'est comme ça qu'on a conçu nos bâtiments depuis 15 ans, et c'est pour ça qu'on a fait que des choses, vraiment des prototypes à chaque fois. Quand un client vient nous voir en nous disant j'ai besoin de 2000 m² de bureau, la première réponse c'est mais comment tu sais que ça va être 2000 m²? Donc voilà, ça pour nous c'est une piste qu'on va continuer à beaucoup pousser, parce que évidemment le mètre carré qui consomme le moins c'est celui qu'on construit pas, donc on l'a dit. Donc on pousse ça, et puis après changer le modèle, on est tout à fait d'accord. Belleville est là, on est content de bosser avec eux. Je tiens quand même à dire que sur notre partenariat aussi sur la cartoucherie, nous on est complètement à livre ouvert. C'est la première fois que je fais ça, donc le bilan promoteur, le client là. Voilà, donc il n'y a aucun secret, il n'y a pas de fantasme à avoir sur la marge du promoteur. La marge du promoteur, elle est au minimum, c'est-à-dire qu'en dessous, on n'avait pas de GFA, on ne s'est pas financé, on ne s'est pas lancé l'opération. Voilà, donc ça, nous on essaie de pousser toutes ces choses-là pour faire avancer ce modèle, le changer. Et le dernier volet dont j'ai pas parlé, mais dans la lignée de Belleville, on a aussi créé notre foncière, qui s'appelle Essentiel, pour justement aider à débugger tous ces projets qu'on a et qui sont bloqués par ce modèle immobilier classique qui nous rend fous, nous aussi. Alors ça sera... Et la valeur, on la crée aussi en étant en avance sur les le mot de la fin de cette table ronde. Désolé de vous interrompre, mais il faut laisser un peu de place à Jean-Christophe Vizier. Merci à tous les 5.